Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue, c'est Sens Public, votre rendez-vous de débat, de chroniques et de reportages. 90 minutes et deux grands thèmes choisis pour prendre du recul sur l'actualité, mieux comprendre les crises que nous traversons avec une émission 100% actu politique aujourd'hui, puisque nous allons d'abord célébrer un événement. Le budget 2025 a été voté au Sénat. Ça ne préjuge pas de son avenir à l'Assemblée, des négociations à venir en commission mixte paritaire, j'y arrive, et du destin de François Bayrou. Mais c'est une étape que Michel Barnier n'avait pas pu franchir. Vous verrez que le PS détient toujours la clé. Pour combien de temps? Réponse juste après ces titres. Et puis, en ces temps d'incertitude, il y a une personnalité de droite qui monte les marches de la popularité, c'est Bruno Retailleau. Il avait annoncé la couleur à son arrivée place Beauvau il y a tout juste 4 mois. La politique que nous ferons, c'est la politique du peuple souverain. C'est la politique de la majorité nationale avec 3 priorités. Vous les retiendrez facilement. La première, rétablir l'ordre. La deuxième, rétablir l'ordre. La troisième, rétablir l'ordre. Parce que je crois à l'ordre. L'ordre comme condition de la liberté. Quand il n'y a pas d'ordre, c'est la liberté d'abord qui est menacée. Mais le ministre de l'Intérieur n'est pas le seul à briguer le leadership à droite. Retailleau, Darmanin, Wauquiez, sans oublier Édouard Philippe. C'est un match à 4 que l'on va arbitrer tout à l'heure avec nos experts. Mais d'abord, évidemment, le vote du budget. Qu'y a-t-il dans le texte voté par les sénatrices et les sénateurs? Antoine Joubaud détaille le contenu de ce projet de loi de finances tant attendu. C'est une étape qui s'achève pour le budget 2025 avec ses 50 milliards d'euros d'économies et recettes supplémentaires. La copie votée cet après-midi par les sénateurs reprend les fondements du budget de Michel Barnier censuré en décembre. Mais pour parvenir à l'objectif fixé, un déficit à 5,4% du PIB, le gouvernement a multiplié les coups de rabot sur le budget de l'État, c'est-à-dire celui des différents ministères. Hormis le portefeuille des Outre-mer ou encore celui de la Défense qui augmente, tous les autres sont au mieux gelés, mais surtout ponctionnés. Première touchée, l'aide publique au développement qui baisse d'environ 2 milliards d'euros. Elle est suivie par l'écologie et la recherche qui voient leur budget respectif réduit d'1 milliard d'euros et de 630 millions d'euros. Autre baisse, elle, surtout symbolique, l'arrêt de certains avantages accordés aux anciens présidents et premiers ministres, ou encore la suppression du Haut Commissariat au Plan. À droite, les sénateurs parlent d'un élan collectif nécessaire. Cette trajectoire, il faut la maintenir sur un rythme assez soutenu. Quand on est dans des difficultés exceptionnelles, il faut un mental d'acier et il faut des conditions pour à la fois redonner confiance aux Français. Et pour redonner confiance aux Français, il faut avoir un gros mental. Autre son de cloche à gauche, les élus dénoncent un budget d'austérité. Quand vous augmentez les salaires, quand vous augmentez les pensions de retraite, et on peut considérer que c'est une dépense, mais il y a un retour sur la croissance, il y a un retour sur la consommation. Et il y a un retour de confiance aussi dans la population. Donc vous voyez, il faut bien mettre les notions. Est-ce que des fois des dépenses sont pas plutôt des investissements, y compris pour la population et pour la France? Le parcours législatif du budget 2025 est loin d'être terminé. Prochaine phase cruciale, la commission mixte paritaire le 30 janvier. L'objectif sera de trouver un compromis entre l'Assemblée nationale et le Sénat qui peut satisfaire le socle commun tout en évitant la censure. Le budget 2025 est donc voté au Sénat, mais vous l'avez compris, François Bayrou reste sous pression. Jusqu'où doit-il céder aux socialistes? On en débat avec Benjamin Morel. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes constitutionnaliste, auteur de ce livre, Le Parlement, temple de la République de 1789 à nos jours, aux éditions Passé Composé. Lucille Schmitt, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue, vice-présidente du cercle de réflexion La Fabrique écologique. J'accueille Stéphane Vernet. Bonsoir Stéphane. Bonsoir. Bienvenue à vous, journaliste politique, directeur de la rédaction de Ouest France à Paris. Et Sophie Dravinel, bonsoir Sophie. Éditorialiste politique, elle est là, et heureusement pour moi, parce que c'est un allié important dans les émissions du mardi et du jeudi. Est-ce que vous dites ouf, Benjamin Morel, enfin un budget 2025 voté? Bon, certes, c'est dans l'une des deux chambres seulement, pas encore dans les deux. C'est dans l'une des deux chambres, et c'est peut-être pas la chambre la plus compliquée pour le gouvernement. On peut dire ça. Vous connaissez bien la composition du Sénat. La droite et le centre y disposent d'une majorité. Ce qui est peut-être plus inquiétant pour le gouvernement, c'est que la gauche a l'air tout de même relativement remontée. On est évidemment dans un jeu de négociation. Bien sûr. On y reviendra sans doute, et ce jeu de négociation
Il s'achèvera réellement quand le budget reviendra à l'Assemblée nationale, après la CMP, sans doute avec un 49 alinéa 3. Néanmoins, c'est qu'une étape, et c'est l'étape la plus facile. 30 janvier, la commission mixte paritaire, retour à l'Assemblée nationale, et c'est vraiment là, sur la motion de censure qui suivra, que tout se jouera, le budget, le gouvernement et les prochains mois. Alors on va détailler évidemment le chapitre Parti Socialiste, pourquoi les enchères continuent, la stratégie de LR ici au Sénat notamment. Mais alors il y a eu ces amendements de dernière minute, Lucie Schmitt, qui ont été déposés par le gouvernement. Ça a plutôt fait grincer des dents ici au Sénat. Ça a compliqué, clarifié la situation, plutôt compliquée. Comment vous l'analysez ? Je pense que ça la complique nettement, pour une raison assez claire, c'est que la semaine dernière, on a déjà vécu une sorte de feuilleton où il y a eu cette ouverture des socialistes en disant, au fond, qu'il était possible qu'ils ne censurent pas le gouvernement. Ensuite, on a eu le discours de politique générale de François Bayrou, qui a été très décevant pour les socialistes, parce qu'il n'a rien donné précisément. Ensuite, on a eu... Parce qu'il y avait eu beaucoup, pardon de vous interrompre, de promesses peut-être faites par son ministre de l'économie qui avait laissé croire qu'il y en aurait plus dans cette déclaration de politique générale. Je ne sais pas ce qui s'était passé exactement. Je crois que ce n'était pas vraiment des promesses, c'était censé être des négociations. Donc l'idée était qu'il y avait deux partenaires et qu'ils négociaient. Et ensuite, dans le discours de politique générale, ces négociations, qui ont été sans doute dans le détail, ne se sont pas reflétées dans un discours très, très général, mais qui, par ailleurs, a choisi des totems qui pouvaient irriter la gauche. Par exemple, d'aller contre les agences écologistes, comme l'ADEME, comme l'Office français de la biodiversité. Enfin, il y a eu quelque chose du décalage, en tout cas, entre le ministre de l'économie, l'exercice fait à Bercy et le discours de politique générale. Ensuite, il y a eu, le jour d'après, si je puis dire, un texte écrit qui a été envoyé par Matignon, donnant aux socialistes un certain nombre de gages. Ensuite, il y a eu la France Insoumise qui a dit « mais non, ce ne sont pas des vrais gages, puisque de toute façon, ce sont en fait des choses que Michel Barnier déjà avait promis de ne pas faire, notamment la question des 4000 emplois dans l'éducation nationale. Donc comment s'y retrouver, puisque à chaque jour, en fait, il y a une avancée, puis une reculade, etc. Et comment nouer un partenariat? Et là, les amendements qui sont présentés par le gouvernement sont des amendements qui, encore une fois, sont totémiques à l'inverse pour la gauche, si je puis dire. C'est-à-dire que, par exemple, dire qu'on enlève 1 milliard de crédits à l'écologie, alors même que du côté des socialistes, il faut quand même essayer de convaincre une partie des Verts, et puis que c'est l'avenir, ce que disait l'élu socialiste qu'on a vu, qui disait « est-ce que les dépenses ne sont pas un investissement d'avenir ?» si je puis dire, en reprenant une terminologie Macron. Donc il y a quelque chose autour d'un feuilleton incohérent, ou en tout cas le fait de dire « on a les socialistes maintenant, on les tient, on les a piégés d'une certaine manière », ça n'aide pas à faire du partenariat, et ça veut dire que surtout, on n'a pas de ligne directrice sur ce budget. C'est-à-dire qu'à un moment, on dit, on va pouvoir, au fond, dire c'est un budget qui permettra d'avoir de l'avenir. Ensuite, on met des amendements qui vont contre cette idée qu'on avait il y a 2 jours. Et il n'y a pas de ligne directrice sur le budget. C'est-à-dire que du côté de la droite... On a compris. Donc, effectivement, on n'est pas vraiment dans la clarification. C'est ce que je retiens. On est dans le fil de l'eau. Bon. On est dans le fil de l'eau et ça n'aide pas à faire un partenariat structurant. Stéphane Vernet, à quel point la pression pour donner enfin un budget à la France, parce qu'il y a quand même cet enjeu, on est quasiment fin janvier, il n'y a toujours pas de budget pour cette année 2025. À quel point cette pression, elle pèse sur les débats parlementaires, d'après vous? Moi, je pense qu'il y a une pression du terrain. Il y a un certain nombre de Françaises et de Français qui disent à leurs députés, dans leurs circos, qu'effectivement, il serait temps de passer à autre chose. Et il y a une vraie attente, une vraie pression populaire, entre guillemets, sur la stabilité. Vous avez le fait qu'on a un certain nombre de partenaires qui nous regardent comme ça du coin de l'œil en se disant qu'est-ce qui va se passer. Alors la bonne nouvelle, c'est que la Commission européenne cette semaine a renouvelé sa confiance à la France, entre guillemets, en disant que la trajectoire qui s'esquissait autour du budget était réaliste et que donc il y a cette confiance-là. C'est 120 milliards d'économies sur 5 ans, c'est à peu près ça la trajectoire. Le truc, si vous voulez, c'est que moi j'étais au vœu de la présidente de l'Assemblée nationale à la presse ce matin, et il y a une Braun-Pivet, une formule qui moi me paraît assez intelligente, qui consiste à dire il n'y aura pas de troisième chance pour le budget. C'est-à-dire que là, il y a une urgence à doter le pays d'un budget, et c'est maintenant que ça se joue. Elle rappelait qu'en fait, il y avait 2 façons de gérer ce budget. C'était soit de repartir, de reprendre une copie de base, etc., et de tout refaire, mais ça voulait dire qu'on n'aurait pas pu, dans le jeu des navettes parlementaires, etc., avoir de budget avant le mois d'avril, au mieux, en gros. C'est pour ça qu'on a repris la copie de Michel Barnier. Et donc la volonté, le choix qui a été fait par François Bayrou, c'est de dire on va aller très vite, et pour aller très vite, on repart de la copie de Michel Barnier, ce qui permet, en fait... Ce qui permettrait, entre guillemets, si tout se passe bien, encore une fois, entre guillemets, d'avoir un budget, là, dès le mois de février. Le problème, c'est que je vous rappelle que en décembre,
on a toute une partie des députés qui ont voté contre le budget, enfin qui ont voté la censure. Oui, notamment des députés socialistes. Voilà. Et qui ont expliqué qu'ils le faisaient, non pas par esprit de revanche, non pas par calcul politicien, non pas par... Voilà, mais parce que ce budget était particulièrement préjudiciable aux Français, à la France et aux Français, et donc il fallait en concevoir un autre. Or, le problème, c'est que ce qui est en train de se dessiner, là, au moment où on se parle, c'est quand même un budget Bayrou qui va être très proche de ce qu'était le budget. Donc comment les socialistes peuvent-ils justifier de ne pas voter la censure cette fois-ci ? C'est le dernier point, c'est qu'à un moment... Vous avez les socialistes qui, aujourd'hui, ont construit tout un récit autour du fait qu'ils n'ont pas voté la censure après le discours de politique générale, qui sont prêts à rester dans l'opposition, mais à négocier des choses et des compromis. Il faut absolument, pour que ça passe, entre guillemets, qu'à un moment donné, François Bayrou accorde des victoires au moins symboliques qui permettront au PS en de détail dire... à ces victoires que les socialistes recherchent. Et alors juste un mot pour dire qu'effectivement aujourd'hui Éric Coquerel n'a pas manqué, qui est le président de la commission des finances à l'Assemblée, qui est un député insoumis de Seine-Saint-Denis, il n'a pas manqué de souligner que c'était... Alors lui il parle d'une purge austéritaire et en dénonçant le fait que les socialistes, très justement comme vous le dites, ne peuvent absolument pas s'associer à ce type de budget, que ce serait incohérent et qu'il est encore pire, dit-il, que le budget Barnier. Alors Patrick Kanner, le président des sénateurs socialistes, l'avait annoncé hier, et ça a été confirmé aujourd'hui, les sénatrices, les sénateurs socialistes ont voté contre ce budget Bayrou. On écoute Thierry Kozik, sénateur socialiste de la Sarthe. Le compte n'y est pas. C'est pourquoi dans les jours qui viennent, nous serons aussi vigilants qu'exigeants. Et les annonces perlées par voie de presse en forme de renoncement ne nous rassurent pas. Je tiens à vous le rappeler, monsieur le ministre, votre gouvernement n'a pas l'assise parlementaire suffisante pour se suffire à lui-même. Lors des arbitrages que vous aurez à rendre prochainement, il vous faudra en tenir compte, sans quoi, je le dis très solennellement, et au nom du groupe socialiste et avec gravité, les mêmes causes produiront les mêmes effets. Benjamin Morel, il y a une pression des trois autres piliers du nouveau Front populaire sur les socialistes et elle se fait de plus en plus forte en ce moment. Oui, elle se fait très forte. Il faut bien voir que ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale l'autre jour avec la motion de censure insoumise, c'est que ce n'était pas qu'une motion de censure insoumise, c'était une motion de censure co-signée par des Verts et des communistes qui ont été votés par ces trois groupes. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les socialistes prennent le risque de s'isoler. Et on n'est pas dans un système, en tout cas pour l'instant, à la proportionnelle. Si jamais il y a une dissolution demain, ça veut dire que les 2/3, voire les 3/4 des circonscriptions socialistes deviennent des sièges éjectables en cas de division de la gauche, parce que l'électorat de gauche est assez unitaire et que les reports de voix, on l'a vu la dernière fois, du centre vers la gauche, sont médiocres. Ensuite, il y a des municipales. Si vous avez des listes gauche unies à... concomitantes. Les deux concomitants. Oui, potentiellement. Et si vous avez des listes gauche unies à Montpellier, à Rennes, à Nantes, à Lille, etc., sans les socialistes, ça veut dire que les maires socialistes sont potentiellement menacés. Or, il faut bien comprendre que les socialistes peuvent avoir une stratégie, mais qu'entre les deux, les Verts et les communistes sont quand même plus ou moins tenus. Si, par exemple, les écologistes veulent emporter Lille, ils ont besoin des insoumis contre les socialistes. Du côté des communistes, si les députés réunionnais quittent le groupe communiste, il n'y a plus de groupe communiste demain. Et donc, ce faisant, on a des socialistes qui sont malgré tout très isolés, même si les communistes et les écologistes continuent les négociations avec le gouvernement. Et cette situation-là les met dans une situation de grand porte-à-faux. Ils ont besoin, et on l'évoquait, de fortes victoires pour potentiellement justifier le fait de ne pas voter la censure vis-à-vis de l'électorat de gauche. Mais ces victoires-là, aujourd'hui, elles ne sont pas tout à fait évidentes. La seule qui, entre guillemets, pourrait être très symbolique, c'est la réforme des retraites. Mais ça arrive après le budget. Et donc, c'est un peu un jeu de dupes, a priori. Oui, alors on va justement rentrer dans le détail de ces mesures supplémentaires réclamées par le Parti socialiste grâce à Audrey Vetaz tout de suite. Bonsoir Audrey. Quelles sont ces nouvelles concessions exigées de la part du Parti socialiste sur ce budget ? Dites-nous. Je vais vous les lister, mais juste avant, il ne vous aura pas échappé que les socialistes n'ont pas voté le budget au Sénat. C'est pour maintenir la pression, car le compte n'y est pas. C'est ce que nous a dit Patrick Kanner hier, le patron des socialistes au Sénat. Alors oui, le Premier ministre a remis en chantier la réforme des retraites avec les partenaires sociaux. Il a aussi abandonné le déremboursement partiel des consultations médicales. Mais dans le même temps, vous l'avez dit, il a multiplié les coups de rabot au Sénat sur les budgets des différents ministères avec des amendements parfois présentés
au dernier moment avec l'objectif de ramener le déficit public à 5,4% du PIB. Conséquence, son budget pourrait être finalement plus restrictif que celui de Michel Barnier. Alors, chez les socialistes, certains poussent pour maintenir la menace de la censure. Écoutez. Elle l'est plus que jamais après ce qui vient de se passer au Sénat. Elle l'est plus que jamais et il va falloir des avancées réelles, pas du 3 fois rien. Pas un petit supplément d'âme. On représente la gauche, un tiers du pays. Si le gouvernement comprend enfin qu'il est minoritaire, alors il doit en tirer les conséquences et avoir des avancées réelles. Moi, je ne retourne pas devant ceux qui me font confiance en leur disant que nous avons, pour des queues de cerises, dit oui à quoi que ce soit. Non, il faut aller au bout de ces discussions. Je suis heureux que mon parti négocie parce que c'était nécessaire, parce qu'il faut que ce pays ait un budget, mais il faut avoir des avancées concrètes dans la vie des gens. Voilà, pas de queue de cerise. L'objectif, c'est d'arracher des concessions avant le 30 janvier. Le 30 janvier, c'est la date de la commission mixte paritaire où l'Assemblée et le Sénat s'entendent sur les derniers ajustements. Une première réunion s'est tenue hier soir entre Bercy et les parlementaires socialistes. Il y en aura d'autres avec des lignes rouges, j'y viens. Au PS, on veut le maintien du budget sur l'écologie qui a largement été amputé. On veut aussi l'augmentation de la prime d'activité et une baisse de l'effort demandé aux collectivités locales notamment. Merci beaucoup Audrey. Lucille Schmitt, c'est de bonne guerre de la part des socialistes. Ils font monter les enchères, quitte à mettre François Bayrou en difficulté. Il y a une question de curseur, jusqu'où on met le rupteur d'une certaine façon. Moi, ce que je pense, c'est que le sort de François Bayrou et celui des socialistes est maintenant lié. C'est ça le sujet. Et d'une certaine manière, on voit bien comment le fait que les socialistes puissent revenir en scène dérange évidemment la France insoumise, peut-être une partie des écologistes aussi. Je voudrais quand même rappeler qu'il y a longtemps eu une certaine forme de détestation des socialistes qui était le parti dominant et qui ne traitait pas forcément bien ses partenaires. Donc la façon dont ça se passe à gauche est éclairante aussi sur l'évolution du rapport de force. La deuxième chose, c'est que François Bayrou, il a plusieurs choses à faire. D'abord, il doit s'affirmer par rapport à l'ex-majorité présidentielle et on voit bien que du côté d'ensemble, tout le monde n'a pas très envie que François Bayrou réussisse. Et du côté d'Emmanuel Macron, est-ce qu'Emmanuel Macron a envie que François Bayrou réussisse ? Il y a quand même un sujet là-dessus. Et au fond, ce qui est éclairant, c'est que c'est ceux qui font mouvement, François Bayrou, les socialistes, qui sont aujourd'hui dans une situation assez difficile parce que leur propre camp, ou en tout cas ceux qui disent qu'ils sont dans leur camp, parce que je crois qu'en politique, personne n'est jamais complètement dans la coopération. Ceux qui disent cela sont en fait en situation de dire ils ont fait mouvement, on va peut-être les canarder. Donc je crois qu'il y a quelque chose qu'il faut mesurer aussi là-dessus. Et du côté de François Bayrou, sachant qu'on repart du texte voté au Sénat qui est nettement à droite pour les socialistes, c'est une difficulté parce qu'évidemment, la commission mixte paritaire, les socialistes n'y sont pas majoritaires et François Bayrou, il va falloir qu'il fasse passer des messages à son camp parlementaire. Et donc c'est la difficulté de l'exercice, c'est qu'il s'est avancé dans son discours, il a fait un accord écrit avec les socialistes, et là on est en situation de revenir dans la procédure. Il est possible que la procédure parlementaire n'aide pas en fait à avoir un accord politique. Ouais. Avec dès aujourd'hui, Stéphane Vernet, on va réexpliquer ce qu'est une niche parlementaire. C'est un parti qui a la main sur un certain nombre de réformes mises, je suis en train de chercher le mot, à l'agenda, merci beaucoup. Et donc c'était aujourd'hui. À l'Assemblée, la niche parlementaire des socialistes. Ouais. Donc là, ça rentre dans cette négociation et dans ce bras de fer, d'une certaine façon. Non, alors ça rentre dans le registre du récit que les socialistes ont besoin de construire pour pouvoir justifier le fait qu'ils ne voteront pas la censure du gouvernement Bayrou. C'est très vie quotidienne, les mesures qui sont mises dans cette niche parlementaire. Oui, il y a le repas à 1 euro pour tous les étudiants. Vous avez, il y a cet après-midi, donc il y a eu l'introduction d'un ratio, par exemple, pour le nombre de soignants par rapport, un soignant par quel est le ratio maximum à ne pas dépasser pour le nombre de patients par soignant. Ça a été adopté. Et en plus, c'est définitif puisque ça a été adopté à l'Assemblée dans les mêmes termes qu'au Sénat, parce que le texte avait déjà été débattu au Sénat. Donc là, pour le coup, c'est une proposition de loi qui passe. Donc vous dites que le Parti socialiste construit un récit aussi avec ces réformes. En fait, si vous voulez, ils en ont besoin. Là où on est dans une négociation qui est particulièrement complexe, vous l'avez très bien dit, il y a un certain nombre de tensions entre les différents partenaires qui sont représentés, mais il y a aussi des tensions au sein du Parti socialiste. Ça, c'est un autre sujet dont on pourra peut-être parler. Mais on va en parler, oui. Dans la négociation en cours, tout s'est passé la semaine dernière, ce que vous rappeliez tout à l'heure. C'est-à-dire qu'à un moment, vous avez François Bayrou qui rate, entre guillemets, son discours de politique générale, qui ne donne pas les gages attendus par les socialistes.
Vous avez Si Boris je me souviens Vallaud. bien, vous mettiez pas de guillemets le soir de la déclaration de politique générale. Il y avait Mais quelque bon, chose qui c'est ne pas fonctionnait grave. pas, et vous aviez un Boris Vallaud qui était monté à la tribune et qui avait déjà dit le compte n'y est pas. Ouais. Et derrière, vous avez François Bayrou qui envoie le lendemain une lettre, donc, ou le surlendemain, une lettre aux socialistes. Donc il s'engage par écrit et il liste 23 concessions en disant voilà, là-dessus, je m'engage. Et dans le même temps, quasiment en même temps, vous avez une première vague d'amendements gouvernementaux qui est transmis au Sénat, où en fait vous avez un coup de rabot très spectaculaire sur toute une série de ministères pour faire des économies. Mais pourquoi ? Et donc contradictoire avec la lettre et les 23 points. Et c'est là-dessus qu'il y a un retour de flamme, si vous voulez. Mais pourquoi ? Parce que quand François Bayrou s'engage auprès des socialistes et fait des concessions, ça coûte de l'argent. Et lui, il a la problématique de son budget à remettre à l'équilibre. Donc l'argent qui cède d'un côté, en fait, ce qu'il donne d'une main, il va le rechercher de l'autre, ailleurs. Et à l'arrivée, une semaine après, vous avez les socialistes qui se disent et aidés par les Insoumis, qui se disent on est en train de se faire avoir. Et les Insoumis disent regardez, vous n'avez rien obtenu, le budget va être pire que le budget Barnier, et on se retrouve dans cette situation où tout va se jouer effectivement en commission mixte paritaire. Mais la difficulté, c'est qu'il faudra bien trouver un compromis, si compromis est possible, qui donne satisfaction à toutes les parties, y compris les gens du socle commun. Il me semble qu'il y a un truc, c'est qu'en fait, il faut bien expliquer qu'il y a la procédure parlementaire, il y a les ministères, il y a les fonctionnaires qui travaillent et qui, eux, veulent gager les choses. Donc il y a un aspect technocratique dans le budget. Ouais. Et puis ensuite, il y a l'accord politique. Donc l'accord politique, la technocratie et la mécanique parlementaire, ça fait beaucoup de choses pour arriver à un accord. Ce qui fait qu'à l'arrivée, de toute façon, les socialistes ne pouvaient pas voter ce budget, et c'est normal qu'ils ont voté contre, puisqu'en fait, ils disent mais nous sommes dans l'opposition, et donc ils manifestent le fait qu'ils sont dans l'opposition en votant contre. Donc ça veut dire aussi qu'à l'arrivée, même s'il y avait un accord en commission mixte paritaire, de toute façon, il faudra qu'il y ait un 49-3 pour faire adopter ce budget, et c'est normal. Et la vraie question, c'est censure ou pas censure. Et la seule échappatoire, pour qu'il n'y ait pas censure, c'est qu'il faut quand même que le gouvernement donne des choses très fortes, 1 ou 2 ou 3 objets politiques au Parti socialiste pour pouvoir dire on ne fait pas ça pour des queues de cerises. Je reprends l'expression du sénateur que vous avez interviewé. On va revenir sur les enjeux internes au PS avec le congrès qui s'annonce. Mais cette commission mixte paritaire, donc elle est effectivement prévue le 30 janvier. La composition de cette commission mixte paritaire, c'est 3 élus socialistes. Ça rejoint ce que vous nous disiez tout à l'heure, Lucile Schmitt. 1 LFI, 8 qui sont du socle commun. Alors là-dedans, il y a des Renaissances, il y a des LR, il y a des Horizons, etc. Et 2 du Rassemblement national. Alors déjà sur le cadre et le temps. Là, on dit 30 janvier, ça peut durer plus longtemps que ça, Benjamin Morel ? Une commission mixte paritaire, ça peut durer plusieurs jours. Il peut y avoir plusieurs réunions. En règle générale, ça peut se passer également relativement vite. Tout dépend les points qui sont les points de crispation. Et là, des points de crispation, il va y en avoir beaucoup. Et comme ça a bien été dit, c'est qui plus est un texte très technique. Donc il faut, à partir de là, reprendre avec la technicité les éléments. Et par ailleurs, vous avez une forme d'équilibre budgétaire, c'est-à-dire qu'il faut arriver à peser d'un côté votre passif et votre actif. Donc toutes ces raisons font que ça peut en effet durer relativement longtemps. Mais vous parlez des équilibres politiques au sein de la CMP. C'est vrai, mais on a toujours l'impression que, et on l'a beaucoup commenté, l'important c'est qu'il y ait une majorité et une opposition en CMP. Une CMP conclusive parce que vous avez écrasé votre opposition, ça sert à rien. Parce qu'il faut qu'ensuite vos 2 chambres votent à la virgule près le même texte. Donc il faut que le texte soit acceptable par une majorité au Sénat et une majorité à l'Assemblée nationale. Donc dans ce cadre-là, les 3 socialistes, ils vont beaucoup compter. Même s'ils sont que 3. Parce que s'ils ne sont pas convaincus in fine, ça tombe à l'Assemblée. Et si ça tombe à l'Assemblée, à ce moment-là, rebelote, pas de gouvernement, plus de François Bayrou et plus de budget non plus. Donc on va avoir une négociation qui ne va pas être une négociation uniquement sur des bases arithmétiques, mais fondamentalement, en tout cas si ça se passe bien, sur des bases politiques. Et donc ça veut dire que le levier de pression ou de négociation des socialistes est plus puissant que celui des LR, d'après vous, Lucile Schmitt, aujourd'hui ? Ah oui, bien sûr. Simplement, le problème qu'on a, si vous voulez, c'est quand Benjamin Morel dit que ça va être une CMP politique, c'est que par ailleurs, il va y avoir un certain nombre de députés qui vont dire à l'extérieur que au contraire, c'est très technique. Donc on a une discussion, en fait, très intéressante sur est-ce que le budget est un objet politique
C'est un objet politique. Je crois qu'on peut le dire, mais vous allez... Oui, c'est un objet politique, mais est-ce que c'est un objet politique sous l'œil de Bruxelles ou sous l'œil des Français ? Et ça, c'est différent. C'est-à-dire que les mesures très quotidiennes dont on parlait, ce n'est pas des mesures qui intéressent Bruxelles. Et au fond, il y a en permanence cette espèce de jeu sur les échelles politiques en disant on n'a pas le choix parce que Bruxelles nous l'a dit. Mais ça, ce n'est pas très vrai. Bruxelles demande un certain nombre d'économies, de retrouver un rythme sur 5 ans. Et là, on a un budget qui est annuel. Donc, qu'est-ce qu'on fait sur ce budget annuel ? Est-ce qu'on fait un effort important tout de suite ? Ou est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer autre chose ? Et donc, c'est un objet politique. Oui, mais enfin, ça fait longtemps qu'on remet au calendrier grec. Oui, mais le remettre au calendrier grec, oui, mais il y a aussi l'urgence climatique, il y a l'urgence sociale. Donc il y a aussi beaucoup de choses qui font que et les services publics qui vont mal et qui alimentent le vote du RN. Donc l'objet politique, la question c'est sous le regard de qui ? Effectivement, très intéressant. Le congrès du Parti socialiste, je commence avec vous, Benjamin Morel. Que cherche Olivier Faure ? C'est quoi ? Il cherche à se ménager une majorité. On a vu qu'elle était faible. Alors, il n'y a pas que le Congrès, je dirais, dans la stratégie du PS, mais c'est évidemment un élément qui est un élément important. On a un Olivier Faure qui était tout de même relativement fragilisé ces derniers mois et qui, là, étouffe politiquement son opposition, parce que lui reprocher son opposition, ses oppositions, parce qu'en fait, il en a au moins 2, eh bien, c'était d'être trop proche de Jean-Luc Mélenchon, d'être dans la roue de la France Insoumise, etc. Que fait-il là ? Il s'émancipe de la FI. Et en s'en émancipant, quel rôle ont ses opposants ? C'est plus tout à fait évident. Et donc, il se recentre au sein de son parti, ce qui, pour son congrès, pour lequel on n'a pas de date encore. Non, voilà. Et ça, c'est un problème. Et ça, c'est un vrai sujet. C'est-à-dire que c'est un vrai sujet de clivage. C'était censé être au premier trimestre de cette année 2025, c'est ça ? En fait, oui, et puis ça a été reporté, et puis on ne sait pas bien, parce qu'en fait, autour d'Olivier Faure, on nous dit, oui, mais les dates, vous comprenez, c'est compliqué, on ne va pas faire ça au moment du lancement de la campagne des municipales dont vous parliez tout à l'heure, et puis alors pendant les municipales, c'est compliqué, on ne va pas obliger les équipes, parce qu'il y a moins de militants au Parti socialiste, et puis que chacun est extrêmement pris par ses propres campagnes dans son propre parti. Et donc, on était en train de me laisser entendre que peut-être qu'on pourrait sursoir, ou alors le seul moment, ce sera là au printemps, ou au début de l'été, parce qu'il y a des durées minimales de temps pour le traitement des textes et des textes d'opposition en interne. Donc il y a un rétro-planning très serré pour eux et c'est compliqué. Benjamin ? Oui, non, absolument. Et donc, il y a un jeu politique, et la date fait partie du jeu politique pour qu'Olivier Faure tienne sa machine politique. Dans ce cadre-là, eh bien, aujourd'hui, en effet, il gagne des points en interne. Le problème, c'est que si demain vous avez un isolement du PS et que beaucoup de maires sont sur un siège éjectable et des députés également, ça risque également de complexifier sa tâche. Donc, ce qu'il gagne d'un côté, il peut également le fragiliser de l'autre. Stéphane Vernet, il y a quand même un François Hollande qui est accessoirement aussi à la manœuvre. C'est pas pour rien qu'il est redevenu député, il s'en sert. Alors, juste sur le congrès du PS, c'est dans les statuts du PS, c'est à mi-mandat, et donc ça veut dire que ça doit être cette année. Mais il n'y a pas de date particulière. C'est pas forcément au premier trimestre. Il y avait une pression, il y avait une pression très forte d'une partie du Parti socialiste pour dire il faut que ce soit le plus tôt possible, dès janvier, etc. Et Olivier Faure disait non, mais là en ce moment on est en pleine crise, on n'a pas de gouvernement, on n'a pas de budget, etc. On n'a pas intérêt à faire un congrès tout de suite parce qu'on donnerait l'image d'un parti qui se chicaille, qui se préoccupe de ses problèmes internes, alors qu'il y a d'autres soucis. Et en plus, les congrès du PS, ils sont compliqués, ils sont difficiles à monter, c'est long, il faut consulter les militants, etc. Donc il faut du temps. Il n'a pas forcément tort, mais il a dit qu'effectivement, par rapport à la problématique des municipales et des autres écéchéances, il faudra que ce congrès ait lieu avant l'été. Donc il aura lieu en mai, en juin. Et sur François Hollande, en quelques mots, parce qu'on pas mal de thèmes à aborder. Aujourd'hui, il y a deux courants qui se font face et qui s'affrontent à l'intérieur du PS. Tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut aller en 2027 sur la base d'une union de la gauche. Et vous avez une partie du Parti socialiste qui dit il faut la faire, cette union, avec les Insoumis, à la condition que les Insoumis réussissent à convaincre Jean-Luc Mélenchon de ne pas être candidat, ce qui est un petit peu compliqué, mais c'est une vision que partagent les écologistes, les communistes, etc., même s'ils ne le disent pas très fort, ils sont tous d'accord là-dessus, en disant allons-y ensemble, mais il ne faut pas que Jean-Luc Mélenchon soit le candidat de la gauche en 2027. Et puis vous avez une partie du Parti socialiste qui dit mais non, il y a une rupture idéologique, il faut aller au bout de la rupture idéologique avec les Insoumis. On a des bases programmatiques, etc., enfin un certain nombre de principes qui ne sont pas compatibles entre, il y a une gauche réformiste et une gauche révolutionnaire ou radicale qui ne s'entendent plus, et il faut couper clairement. Et c'est ça
qui va se jouer au moment du Congrès. Encore un mot du nouveau Front populaire avec cette stratégie socialiste qui voilà, le fragilise ou le fracture. Les écologistes, ils sont résolument dans l'opposition à François Bayrou. La secrétaire nationale Marine Tondelier le rappelait ce matin sur TF1. Là, François Bayrou, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il reprend le budget Barnier et il va encore plus loin. Donc les mêmes causes produiront les mêmes effets. Non, mais au Sénat, je vous dis quand même les chiffres. Hein. Lundi, sont arrivés comme ça des amendements. Alors, moins 200 millions pour les énergies renouvelables, moins 30 millions pour la biodiversité, moins 175 millions pour le leasing social. Et sur ma prime grave, ils voulaient enlever 500 millions. Même la droite du Sénat dit non, là, ça va trop loin. Moi, je suis claire. Non seulement on va voter la censure, mais on va le faire savoir très très fortement et on va tenir l'inventaire permanent et faire savoir aux Français ce qu'ils sont en train de faire pour l'écologie. Chaque poste supprimé, chaque subvention baissée. Lucille Schmitt, à quel point ce budget marque effectivement un recul sur l'ambition gouvernementale, environnementale? Environnementale. Écoutez, le sujet, c'est déjà le discours de politique générale. C'est-à-dire qu'il y a eu une charge de François Bayrou contre des agences qui étaient environnementales. Donc, et on voit bien que c'était pour plaire aux agriculteurs. Donc l'OFB, l'OFB et l'ADEME. Les agents avec leur pistolet à la ceinture. L'ADEME est le bras armé, si je puis dire, de l'État en région et extrêmement efficace. Bon. Donc il y a un sujet de philosophie et de posture déjà politique de François Bayrou. Après, il y a les actes budgétaires. Mais tout semble concorder effectivement pour dire, au fond, on abandonne ces enjeux écologiques parce que, d'une certaine manière, idéologiquement, c'est pas à nous. Et ça, c'est une grave erreur gouvernementale parce que l'électorat écologiste, il y a eu plusieurs études qui l'ont montré, de longue date, depuis 10-15 ans, c'est pas un électorat gauchiste. Vous avez aujourd'hui une préoccupation écologiste qui traverse la société française, elle est transverse. Après, on peut donc imaginer des propositions différentes, tout le monde n'est pas obligé d'être sur la ligne de Marine Tondelier. Mais l'écologie est une préoccupation fondamentalement universelle. Alors, on peut considérer que l'écologie vous prive d'un pouvoir d'achat, et là-dessus, il faut articuler écologie et justice sociale, et ça, c'est un point essentiel. Mais en étant dans une situation où on enlève 1 milliard sur l'écologie, je pense que c'est une grave erreur politique. À mon sens, le gouvernement n'imagine pas comment ça peut avoir des répercussions au sein de la jeunesse, au sein de son électorat centriste. Et évidemment, il peut être accusé de climato-scepticisme, alors que là, c'est un discours qui plaît beaucoup aux électeurs du Rassemblement national. Donc, c'est une grave erreur, c'est une faute politique. Le vote des LR, dernier chapitre dans ce débat, des LR et de leurs alliés centristes qui sont, je vous le rappelle, majoritaires au Sénat, vote attendu également aujourd'hui. On écoute l'oratrice des Républicains, la sénatrice Christine Lavarde. Le texte que nous nous apprêtons à voter n'est ni le texte de Gabriel Attal, ni celui de Michel Barnier, ni celui de François Bayrou, c'est celui du Sénat. Celui du Sénat, et plus précisément de la majorité sénatoriale, car c'est un budget responsable. L'état catastrophique de nos finances publiques à la fin de l'été 2024 a obligé Michel Barnier à présenter une copie avec un effort de 50 milliards, réparti entre 20 milliards de hausse de fiscalité temporaire et ciblée et 30 milliards de baisse de dépenses. Le groupe Les Républicains a accentué cet effort en votant près de 3 milliards d'économies supplémentaires, dont 1 milliard au titre des agences et des opérateurs de l'État. Sophie, je me tourne vers vous. Ce budget qu'on peut imaginer utilisé par les Républicains comme un levier ou un outil d'opposition. Une chose est sûre, les Républicains, Thomas, sont dans une posture compliquée et depuis un moment. Un parti éclaté, un parti divisé, presque atomisé, orphelin de guides comme de projets, de guides en tout cas pour le moment. Ils sont malheureux et se sentent mal aimés. Surtout depuis que François Bayrou a remplacé Michel Barnier et qu'il manœuvre sur sa gauche. Alors certes, l'accord de non-censure habilement noué avec les socialistes apporte un peu de souffle et de stabilité. Mais la facture fait grincer les dents. Je cite, on est très heureux que le Premier ministre négocie avec le Parti socialiste plutôt qu'avec le RN, mais nous serons extrêmement vigilants sur les équilibres financiers, avait prévenu le député EPR, Mathieu Lefebvre, à nos confrères des Échos ce début de semaine. Alors, le résultat des courses. Alors, sans surprise donc, dans la nuit de mercredi à jeudi, les LR au Sénat ont fait rejeter la plupart des concessions faites aux socialistes au grand agacement de ces derniers. Ils ont refusé le rétablissement des 4000 postes d'enseignants, des 500 postes pour France Travail, comme la création de 924 postes pour le ministère de la Justice. Si tout cela pourrait être néanmoins réintégré dans la CMP, la tension est bien réelle. Et
alors, on est dans les coulisses. Là, ça a été observé très précisément mardi matin lors de la réunion des partis qui soutiennent le gouvernement. Absolument, et c'était café froid au menu pour ce petit déjeuner. Selon des témoins, Laurent Wauquiez, patron donc des députés LR, a reproché à François Bayrou le coup de cette main tendue aux socialistes jusqu'à l'accuser de vouloir mettre la France en banqueroute. Et à la clé, une menace de la part des sénateurs et députés LR, celle de s'abstenir sur le vote du budget. Leur liberté, cependant, est sous contrainte. Les Républicains sont évidemment partie prenante du gouvernement. Bruno Retailleau, celui qui prend du poids chez eux, en tout cas politiquement, fait entendre sa propre partition. Elle diverge parfois solidement, nettement de celle de François Bayrou, jusqu'à sortir aussi parfois de son périmètre de ministre de l'Intérieur. C'est le cas en particulier de l'Algérie. Les Républicains, même s'ils ne parlent pas d'une seule fois, veulent se faire entendre. Benjamin Morel, est-ce qu'il y a une tentation de la censure, même si on a bien compris que c'était pas forcément l'intérêt de LR, une tentation de la censure, notamment chez certains députés républicains? Actuellement, je ne pense pas, tout bêtement, parce que leur électorat ne veut essentiellement la stabilité. Néanmoins, ce n'est pas parce que vous ne votez pas la censure qu'il ne faut pas apparaître comme étant dans une forme de semi-opposition. Pourquoi ? Il faut comprendre les LR. Et si on veut comprendre les LR, il faut comprendre les dernières élections européennes. Pour la première fois, on a une vraie porosité entre l'électorat de centre-droit et le Rassemblement national. Comment convaincre ces électeurs demain de ne pas aller au RN ? Il faut, leur parler de leurs préoccupations, et il faut jouer sur ce qui fait la différence avec le RN, et notamment ce qui est mis en avant, et ce qui est très important pour cet électorat, le sérieux budgétaire, le sérieux gestionnaire. Et donc, si jamais LR dit, écoutez, il n'y a pas de souci, on dépense quelques milliards de plus et ça va passer, c'est quoi l'utilité ? C'est quoi la valeur ajoutée de LR dans le paysage politique ? Compliqué à justifier du point de vue de l'électorat. Et ensuite, LR, c'est un secret pour personne, vise à envoyer un candidat, le nom on verra, en 2027 à l'élection présidentielle. Ça fait l'objet du thème de notre Exactement. Et si jamais vous voulez incarner demain l'alternance, il faut montrer que vous n'assumez pas le bilan, que le bilan de François Bayrou, que le bilan d'Emmanuel Macron, c'est pas le vôtre. On est dedans, mais un petit peu dehors quand même. Nous avons été trois orteils à l'extérieur. Exactement. Nous avons été extrêmement raisonnables et nous avons permis au pays de tenir en ne renversant pas le gouvernement. Mais n'oubliez pas que nous n'étions pas dans la barque, nous n'étions pas dans la responsabilité collective de ce qui s'est passé et que nous n'assumons pas aujourd'hui. C'est compliqué quand vous avez des ministres. Donc plus vous levez la voix sur ce sujet, plus vous espérez que ça passe. On avait évoqué, Stéphane Vernet, les députés auto-entrepreneurs quand on parlait des LR. Est-ce que c'est toujours vrai ? Est-ce qu'il y a un peu plus de fidélité aux consignes données par le leadership de... Je pense qu'ils sont plus structurés, je pense qu'ils sont plus organisés. Mais après, si vous voulez, je pense qu'on est aussi dans une phase de négociation. Vous avez les socialistes qui poussent pour obtenir un certain nombre de choses de la part du gouvernement. Il est logique que dans la même logique, les Républicains mettent la pression aussi sur François Bayrou en disant « et nous ?» Donc si nous aussi, on met la pression pour être entendus, etc. Et après, de vous à moi, l'idée c'est que on sait que tous ceux qui sont dans l'opposition vont voter contre le budget, mais c'est normal. Ça fait partie des... Quand vous êtes dans l'opposition, que vous voulez marquer le fait que vous êtes dans l'opposition, vous votez contre le budget, même quand il est bon. C'est politique. La menace de Laurent Wauquiez qui est de dire on pourrait s'abstenir, c'est une espèce d'entre-deux. Ils ne peuvent pas aller jusqu'à voter contre le budget, parce qu'en fait, ils veulent rester au gouvernement pour le moment, et ce n'est pas dans leur intérêt de faire tomber le gouvernement. Qu'ils s'abstiennent pour la symbolique, c'est important, mais en réalité... ça compte pas, parce que de toute façon, comme il est probable qu'il n'y ait pas de majorité pour faire passer ce budget, oui, plus que probable qu'il n'y ait pas de majorité pour faire passer ce budget à la fin, de toute façon, il y aura un 49-3, et la vraie question, c'est qui votera pour la censure ou pas. Oui. Donc à ce moment-là, je vois mal les Républicains voter pour la censure d'un gouvernement dans lequel ils sont quand même bien représentés, avec Bruno Retailleau et d'autres, et ils ont tout intérêt à y rester, pour le moment en tout cas. On revient à ce qu'on évoquait rapidement tout à l'heure, je veux bien vous entendre là-dessus quand même aussi, Lucile Schmitt, sur ce que représente l'idée d'une France sans budget dans l'opinion. Dans l'état d'esprit de tous les partis politiques, ça pèse, à mon avis, vous direz si vous êtes d'accord, plus que fin décembre. Parce qu'il y a eu déjà une première censure. Ça pèse, et évidemment, c'est l'image d'une France diminuée, puisque un État a un budget. Mais la deuxième chose importante à regarder, c'est
en quoi le budget interfère avec l'économie, en quoi est-ce qu'il interfère avec les questions sociales. C'est-à-dire qu'au fond, on voit bien dans la discussion assez théâtrale qui a lieu, et vous le disiez, c'est un jeu de rôle, en fait, est-ce qu'on est dans l'opposition, est-ce qu'on va faire l'entre-deux entre la non-censure et le fait d'être partenaire au gouvernement. Donc les socialistes doivent trouver cette espèce d'entre-deux, en fait, c'est ça qui est difficile pour eux, et difficile pour François Bayrou. Et donc par rapport à ça, l'opinion publique, elle se dit, mais à quoi sert un budget? C'est-à-dire, vous savez, c'est comme quand on s'est intéressé à ce qu'était un 49.3. Et brusquement, on découvre des choses qui relevaient de la mécanique parlementaire, et donc ils se demandent si, par exemple, ça veut dire que, je sais pas, les salaires de la fonction publique ne pourront pas être augmentés, qu'est-ce qui va se passer en termes d'investissement. Pour l'instant, personne ne voit la différence. On a dit un mois de janvier, on ne se rend pas compte que sans budget, la difficulté pour nous, c'est qu'on est encore dans la virtualité, et qu'en même temps, on s'aperçoit que si on n'a pas de budget, on va rentrer dans une forme de réalité, on s'aperçoit de ce que ça nous coûte, à nous tous. Et donc ça, c'est un point sur lequel, effectivement, ça va peser sur l'ensemble des députés, parce que c'est différent d'avoir renversé Michel Barnier, et c'est différent de prendre le risque de renverser François Bayrou et de ne pas avoir de budget. Il y aura les deux. Et donc ça rend les choses... ça peut donner un argument au gouvernement, et notamment à François Bayrou, en termes d'esprit de responsabilité par rapport aux socialistes. Sauf qu'il ne faut pas qu'ils en jouent trop, parce que si ensuite ils font un budget qui est qualifié de droite, y compris par beaucoup d'économistes, les socialistes seront aussi ratissés, si je puis dire, par rapport à leurs alliés, ils seront plus de gauche. Et donc il faut arbitrer sur l'esprit de responsabilité et le fait de conserver son identité politique, et ça c'est très compliqué. Et François Bayrou, je pensais à ça, lui il a toujours été quelqu'un pour le compromis et la coalition, et en même temps il a toujours été quelqu'un qui a toujours dénoncé la dette. Et donc lui, il a un problème aussi. François Bayrou parle à François Bayrou. Oui, de cohérence avec son histoire politique. Jusqu'à quel point est-ce qu'il va être sur le compromis, et jusqu'à quel point est-ce que ça veut dire sur le compromis qu'il ira moins vite pour réduire le déficit. Et puis il y a quand même un éléphant dans la pièce et qui pèse un certain nombre de millions d'électeurs, c'est le Rassemblement national quand même. Sûr. Mais Benjamin Morel. Et là-dessus, il faut comprendre. Rien ne nous dit qu'il ne va pas voter la censure dans quelques semaines. Il le peut, et c'est pour ça que François Bayrou aujourd'hui triangule plutôt du côté du Parti socialiste, parce que qu'a fait Marine Le Pen au mois de décembre? Elle a suivi ses électeurs. Il faut bien comprendre qu'elle a peur que ses électeurs se carapatent en cas de dissolution, et donc ce faisant, si ses électeurs lui demandent de censurer, elle censurera. C'est pas parce qu'elle aime bien François Bayrou. Non, si jamais un parti qui tient sur un électorat fondamentalement abstentionniste a peur que d'une chose, c'est que ses électeurs ne viennent pas aux élections. Et donc s'il faut censurer... Pas sa base électorale, parce que dans la stratégie du Rassemblement national, il y a aussi l'idée d'aller chercher de nouveaux électeurs. Vous disiez la porosité avec l'électorat LR, qui lui est peut-être sensible au fait de voter deux fois la censure. Mais un tien vaut mieux que deux tu l'auras d'abord. Et cet électorat-là, il est important. Sans lui, le RN, en cas de dissolution, passe de 120 à 50 députés. Et surtout, cet électorat, il a des réserves dans l'abstention. Il y a plus de réserves dans l'abstention qu'il n'y a de petits électeurs centristes que Marine Le Pen pourra aller chercher. Donc il vaut mieux surmobiliser cet électorat-là plutôt que d'aller chercher les quelques centristes virtuels qui pour l'instant ne votent pas pour elle. Donc l'urgence, ce que vous nous dites, l'urgence c'est de stabiliser son électorat de base. Exactement. Et dans ce cadre-là, ce que dit ici est extrêmement fort. C'est-à-dire que, en fait, qu'est-ce qui s'est passé en fin décembre ? On a dit, si jamais il n'y a pas de budget, vous allez voir. Il n'y aura pas de carte vitale, il n'y aura pas de fonctionnaires, il pleuvra des grenouilles, le soleil ne se lèvera pas. Allez dire maintenant à l'électorat socialiste, mais également RN, si demain vos députés votent contre le budget et font tomber le gouvernement, c'est dramatique. Compliqué parce qu'on lui a déjà fait le coup à cet électorat-là. Et donc, ce faisant, c'est peut-être un peu plus vrai cette fois-ci. C'est beaucoup plus vrai parce qu'en réalité, plus vous passez de temps sans budget, plus c'est compliqué. Mais si on dit pourquoi c'est compliqué, les investissements de l'État, etc., c'est très très ésotérique et on ressortira les cartes vitales, les grenouilles, etc. Et pour cette raison-là, eh bien aujourd'hui, y compris pour Marine Le Pen, qui dans l'idéal aurait intérêt en effet à pas censurer pour aller trianguler au centre, aujourd'hui, il est tout sauf évident qu'elle puisse ne pas censurer, d'où la carte survie de François Bayrou. Ne pas tout à fait laisser tomber le Rassemblement national, mais surtout aller chercher à gauche au cas où. Quelqu'un a déjà vécu une pluie de sauterelles ici? Bon, je ne pense pas que ça va nous arriver tout de suite. Merci à tous d'avoir participé à ce débat. Je rappelle, Benjamin Morel, le titre de votre livre, Le Parlement, temple de la République. Ô combien en ce moment, hein. Franchement, vous avez le don de trouver le bon titre au bon moment. C'est aux éditions Passé Composé. Stéphane Vernet, on vous lit dans Ouest France, évidemment. À très bientôt sur ce plateau.